Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations. Vous allez dès le 27 avril prochain mener des consultations pour ce projet de loi contre l'antisémitisme, projet qui reprend en partie les travaux de Caroline Yadan, qui n'a pas vu sa proposition examinée par les députés, en partie à cause d'une obstruction des opposants. Avec vous, nous allons également ausculter l'action ou l'inaction du gouvernement en cette période, avec encore la semaine qui vient de s'écouler des renoncements sur le 1er mai, sur les carburants, et l'exécutif qui semble par ailleurs mauvais perdant sur le sujet des ZFE. Enfin, cette fin avril ouvre le compteur de la présidentielle avec Jordan Bardella en meeting à Milan, Gabriel Attal qui publie un livre, qui fait également la une du Point, et vous, où vous situez-vous dans cette... j'allais dire guirlande de présidentiable. Stéphane Dupont est là. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pour Les Échos. Et Johan Usaï pour CNews. Bonjour. Johan, commençons cette émission Aurore Berger par rendre hommage à Nathalie Baye, l'immense actrice avec laquelle nous avons grandi, comme l'a écrit Emmanuel Macron, est morte à l'âge de 77 ans, des suites d'une maladie complexe et méconnue. Elle laisse derrière elle une cinquantaine de films. Elle aura tourné avec les plus grands, y compris à Hollywood. Quelle femme retenez-vous de Nathalie Baye ? Déjà beaucoup de liberté. Je crois que c'est extrêmement important dans les valeurs qu'elle a pu porter, dans les rôles aussi qu'elle a mis à l'écran, parce qu'elle a joué des femmes avec des incarnations extrêmement différentes. Et je crois que ça a appartenu aussi à une génération dorée, parce que c'est vrai que les films sur lesquels elle a laissé le plus d'empreintes, c'est beaucoup les années 80, le début des années 80. Et elle a eu la chance d'appartenir aussi à ce moment-là du cinéma français. Non, parce qu'il y a de très grands films aujourd'hui. J'ai vu Des rayons et des ombres très récemment. C'est un des très grands films, non pas juste du moment, mais je pense un des très grands films de l'histoire du cinéma français. Donc heureusement, on sait encore faire du grand cinéma dans notre pays. L'autre disparition de ce week-end, elle se situe sur le terrain de la guerre au Moyen-Orient. Le sergent-chef Florian Montorio est mort au Liban dans une embuscade du Hezbollah contre la FINUL. Il avait 2 enfants. Les hommages se sont multipliés, on vient de le voir dans le journal, à Montauban d'où il était originaire, le président également, la ministre des Armées, des hommages qui ne rendront pas la vie à ce soldat. Question, la FINUL est-elle en danger face aux terroristes du Hezbollah? Et du coup, la France n'a-t-elle pas intérêt à sortir de son rôle purement défensif? Déjà, évidemment, rendre hommage au soldat qui est tombé, penser à sa femme, penser à ses 2 enfants, penser évidemment à ses compagnons d'armes. Rappeler que nos soldats qui s'engagent en connaissant le prix que peut avoir, le coût que peut avoir celui de l'engagement. Et c'est pour cela qu'il est aussi si essentiel qu'on continue à engager nos armées et à prendre les moyens qui sont nécessaires. Depuis 2017, vous savez quand même la dynamique qui était la nôtre, y compris budgétaire, sur le renforcement de nos armées, parce que c'est aussi ce que nous leur devons, sur les moyens qui doivent être les leurs. Et puis c'est la puissance aussi de la France d'être en capacité justement d'être engagée dans des opérations extérieures. Le président de la République, capacité, en attendant, on a un rôle purement défensif. Le président de la République a rappelé le rôle vraisemblable du Hezbollah dans l'assassinat d'un de nos soldats. Je crois que c'est aussi extrêmement important qu'il l'ait dit. Hezbollah est une organisation terroriste qui concourt à une déstabilisation de la région et significativement du Liban depuis de très très nombreuses années. Après, vous le savez, la France est dans un rôle, en effet, vous l'avez dit, défensif dans le moment que nous vivons, et je crois qu'on a raison de tenir cette position-là. Parce que justement, encore une fois, nous n'avons pas fait le choix du déclenchement d'un conflit, mais là, on perd des soldats, Madame Berger. D'un conflit armé. On perd des soldats en ne faisant pas la guerre. C'est quand même le monde à l'envers. Nous avons des soldats qui sont engagés sur des opérations de stabilisation, des soldats qui sont engagés connaissant le prix que cela peut avoir de l'engagement et des opérations extérieures qui sont les leurs. Et je le rappelle, ça illustre pas aussi une forme d'impuissance de la France aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient? Ce soldat qui est tué, le président Macron fait une déclaration, puis on va passer à autre chose. Non, je pense le pas qu'on sommet passe qui a à été autre chose. organisé vendredi après-midi à Paris sur le détroit d'Ormuz, qui a été balayé d'un revers de main par Donald Trump dans la foulée. À quoi sert la France aujourd'hui au Moyen-Orient? Déjà, la France, elle a une voix qui est attendue. Il ne vous a pas échappé que dans le sommet qui a été organisé par le président de la République, les autres puissances sont venues, les autres puissances européennes sont venues immédiatement à Paris. Mais ça veut dire que la France est le seul État en capacité aujourd'hui d'arriver à agréger d'autres États. Si Keir Starmer l'avait fait à Londres, on serait allé à Londres. Peut-être, mais c'est le président de la République qui a pris cette initiative. Et je pense que c'est important aussi de montrer qu'on a cette capacité
capacité d'entraînement et d'avoir cette initiative. Après, Berger. nous ne sommes pas, encore une fois, belligérants. Non, mais... Nous ne sommes pas belligérants dans ce conflit-là. Pardon, mais la voix de la France n'est attendue par aucun des acteurs de ce conflit. Les Israéliens disent à Emmanuel Macron, surtout restez loin de tout cela. Le président Trump dit, tout ce que peut dire Emmanuel Macron, ça n'a aucune importance, personne ne l'écoute. Personne n'attend la voix de la France. Pourquoi les autres chefs d'État seraient-ils venus à Paris si la voix de la France était si mineure ? Moi, je crois au rôle singulier de la France. Ce ne sont que des acteurs qui ne sont pas impliqués dans ce conflit. Je crois au rôle singulier de la France, je crois à la grandeur de la France, je crois à la nécessité de parler d'une voix forte, je crois à la nécessité de le faire aussi dans une puissance qui doit être une puissance européenne. Ça n'est pas anodin, encore une fois, que les autres puissances européennes et soit venu, encore une fois, aux côtés de la France dans ce rendez-vous à Paris. Ça, on a compris, mais sur le Hezbollah, sur le Hezbollah, vous assumez que la France ne fasse rien pour lutter contre ce que vous avez qualifié et qui est reconnu comme un groupe terroriste. La France agit au quotidien face aux organisations terroristes. Elle agit sur ses capacités de renseignement, et de coopération que nous avons, et vous le savez, avec les grandes démocraties dans la lutte contre le terrorisme et le terrorisme islamiste de manière singulière, malheureusement. Donc évidemment que la France agit. Elle agit Emmanuel Macron n'a jamais soutenu Israël. Dans les opérations extérieures, la France évidemment agit, engage encore une fois des forces armées qui savent quel est le prix que cela peut avoir quand il s'y engage. Je vais vous poser la question. Est particulièrement mobilisée. Je vais vous poser la question de Yohann Usaï autrement. Qu'est-ce qui changerait ou qu'est-ce qui poserait problème à ce que la France soutienne Israël dans son action militaire ? Mais parce qu'aujourd'hui, la France est dans une position qui est une position défensive. Ce n'est pas nous qui avons décidé du déclenchement de ce conflit armé. Mais c'est la France qui a décidé d'avoir une position défensive. Jusque-là, on est d'accord. Qu'est-ce qui changerait qu'on soit dans une position offensive dès lors qu'un de nos soldats a été tué au Comme les autres puissances européennes ont fait, encore une fois, ce choix-là. La France n'est pas seule. Donc en fait, on s'aligne parce que les autres le font. La France n'est pas seule dans ce choix. Et vous voyez bien d'ailleurs l'ambiguïté du positionnement américain dans ce conflit. Vous voyez bien que les positions d'ailleurs ne sont pas les mêmes entre le président américain, son vice-président, il y a quand même un avancement dans les opérations américaines, on ne peut pas le nier. Y compris aux États-Unis eux-mêmes, là où Donald Trump avait au départ une doctrine très isolationniste. Peut-être, mais il y a un avancement dans les opérations américaines. Il y a une contestation importante de la société civile américaine sur le fait que les États-Unis soient partie prenante. Ce qui compte, c'est quoi ? Ce qui compte, c'est qu'il y ait une solution géopolitique qui puisse être apportée. Ce qui compte pour les Français, c'est sur la question du détroit d'Ormuz, sur la question des approvisionnements, sur la question énergétique. Il faut être craint, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit pour être fort, il faut être craint. Vous parlez de notre soldat qui a été tué hier en Irak, déjà l'adjudant-chef Arnaud Frion a été tué il y a quelques semaines également. Il n'a jamais été vengé par la France. Est-ce que vous pensez que quand on ne venge pas un de nos soldats, tuer la France est crainte ? Les militaires qui s'engagent dans des opérations extérieures, soit des opérations extérieures offensives, défensives, des opérations de maintien de la paix, ne sont pas là pour être vengés et ne demandent pas vengeance. Je n'ai jamais entendu un seul militaire crier vengeance. Je les entends dire nous sommes fiers de l'engagement qui est le nôtre pour notre pays, pour les valeurs que nous portons. Et donc c'est cela qui fonde leur engagement. Il faut être craint en ne faisant rien. On envoie une escadre. On a envoyé 8 bâtiments de la Marine nationale. Nous sommes engagés sur la question du maintien de la paix, vous le savez. Nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Quand nous avons en effet été engagés, par exemple à Chypre, quand nous avons été présents, nous avons été la seule puissance en capacité. On a envoyé la moitié de la Marine nationale en mer. Au large des côtes iraniennes. Et on fait rien. Nous avons été la seule puissance capable, parce que nous sommes une grande nation militaire, à la fois par des femmes et des hommes qui composent notre armée, et nos 3 armées d'ailleurs, mais aussi au regard des moyens que nous avons mis et que nous avons largement renforcés depuis 2007, nous sommes les seuls à avoir été en capacité d'avoir eu cette présence qui, je crois, a été unanimement Madame Berger, quand on voit les déclarations de Donald Trump vendredi, et puis il y en a eu plein avant sur Emmanuel Macron, on a l'impression que les ponts aujourd'hui sont complètement coupés entre la France, l'Europe, l'OTAN et les États-Unis. Non, et heureusement qu'ils ne le sont pas. Après, il peut y avoir des déclarations parfois éruptives du président américain, et parfois dans les deux sens d'ailleurs. On a parfois des grandes déclarations d'amour. Il n'y a pas de divorce transatlantique pour vous, tout va bien. Heureusement que non. Nos 2 nations sont des nations alliées. Et sont des nations amies. On peut avoir parfois des nuances ou des désaccords d'un gouvernement à l'autre, mais on n'a pas de rupture avec un pays qui est un pays
amis et alliés. Donc vous savez l'histoire très singulière des États-Unis vis-à-vis de la France et vis-à-vis de leur propre liberté. Ça vous énerve pas quand le président Trump dit vendredi... Je crois qu'il vaut mieux garder son sang-froid en général. Si vous perdez votre sang-froid et si vous perdez vos nerfs, vous n'êtes pas en capacité de diriger un pays. Donc je pense qu'il vaut mieux garder son sang-froid, peu importe les déclarations qui parfois peuvent être éruptives. C'est comme ça qu'on voit aussi la capacité à être... Est-ce que la parole la plus tranchante n'a pas été justement celle qu'a rappelée Yohann, c'est-à-dire l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis qui a dit surtout la France le plus loin possible. Laissez-nous nous débrouiller pour régler ce conflit. Je crois qu'Israël a besoin aussi d'alliés. Et moi qui suis très attachée à la sécurité d'Israël, à la légitimité d'Israël à exister. J'y étais il y a quelques semaines aussi pour le réaffirmer. Je crois qu'on n'a pas besoin de déclarations qui créeraient justement de la rupture. On a des désaccords qui peuvent exister d'un gouvernement à l'autre, mais on ne doit jamais rompre avec des pays où on a des histoires autant imbriquées. Et l'histoire de la France et d'Israël sont des histoires qui sont imbriquées. Nous avons énormément d'ailleurs de binationaux, de Français qui sont aussi franco-israéliens. Donc moi, je n'ajouterai jamais à des déclarations éruptives qui peuvent créer un risque de rupture là où il faut au contraire rester soudés et alignés. Emmanuel Macron a rompu avec Israël le jour où il a déclaré qu'Israël semait la terreur dans la région. Il a rompu avec Israël à ce moment-là. Il n'y a aucune rupture avec Israël. Ça a été ressenti comme tel en Israël. Aucune rupture. Moi, écoutez, j'y suis allée. J'y suis allée encore très récemment. Je sais à quel point d'ailleurs la voix de la France, elle est attendue en Israël, pas uniquement par les franco-israéliens, par l'État d'Israël aussi. Et je crois que c'est notre intérêt qu'il n'y ait jamais de déclaration à l'emporte-pièce, parce que c'est comme ça qu'on maintient aussi la puissance qui doit être la nôtre, qui doit le rester. C'est pour ça qu'il faut aussi, encore une fois, sur ces sujets, non pas qu'il y ait vengeance, mais avoir beaucoup de sang-froid. Berger est l'invité du Grand Rendez-vous ce matin. Dans un instant, on parle de votre projet de loi contre l'antisémitisme. A tout de suite au Grand Rendez-vous. Suite du Grand Rendez-vous avec Aurore Berger, ministre de l'Égalité Femmes-Hommes et de lutte contre les discriminations. Aurore Berger, ce jeudi à l'Assemblée nationale, il s'est produit un phénomène rare. Un texte qui était en passe d'être examiné ne l'a pas été. Alors le groupe EPR à l'Assemblée a décidé de le retirer. Je parle de la proposition de loi Yadan visant à mieux lutter contre les actes antisémites en France. Certains députés, notamment LFI, ayant multiplié les amendements sur les textes précédents pour faire en sorte que la proposition de Yadan soit retardée, repoussée le plus vite possible. Qu'à cela ne tienne, vous, l'exécutif, prenez l'engagement d'en faire autre chose, non plus une proposition, mais un projet de loi avant l'été, et vous commencez les consultations dès la fin de ce mois-ci. Comment ça va se passer exactement ? Alors, il y a eu un choix qui a été fait, en effet, du fait de l'obstruction parlementaire massive de la France insoumise, mais je crois que ça n'étonne plus personne, évidemment, que sur la question de l'antisémitisme. C'est une forme de profession de foi pour la France insoumise, la question de l'antisémitisme, et en tout cas, je crois une stratégie électorale assumée. C'est-à-dire ? Je crois que ça n'a échappé à personne que depuis le 7 octobre 2023, malheureusement, dans toutes les démocraties, on a eu à connaître un regain d'antisémitisme et la France n'a pas fait exception. Puis il y a ceux qui attisent en plus cette vague d'antisémitisme. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, c'est le cas de la France insoumise et de la plupart de celles et ceux qui s'expriment au nom de ce parti politique-là. C'est pour ça que je parle d'une forme de profession de foi. Il n'y avait pas que les filles qui étaient contre ce texte. Il y avait des opposants, y compris dans le bloc central, dans votre parti. Il y a des catégories différentes. Il y a des gens qui peuvent sincèrement douter, de poser des questions sur un texte, sur sa finalité, sur son objet, sur la méthode qui a permis de l'examiner. Et puis il y a ceux qui le combattent parce que par nature, ils refusent de combattre l'antisémitisme, voire même l'athis. C'est pour ça que je ne mets pas dans la même catégorie ceux qui, au sein de nos alliés naturels du socle commun ou même du Parti socialiste, ont pu émettre des doutes. Et puis la France insoumise qui, elle, a tout fait pour que jamais on ne puisse l'examiner. Donc c'est pour ça... D'ailleurs, vous l'avez dit... L'antisémitisme, c'est 3 lettres en France ? Le nouvel antisémitisme en France, oui, pour moi, c'est écrit en 3 lettres LFI. De manière très nette, et je préférais ne pas avoir à dire ça, parce que je préférais qu'on soit plus nombreux à combattre l'antisémitisme, plutôt que d'avoir au sein même des forces politiques françaises et au sein même de l'Assemblée nationale, malheureusement, des forces qui l'attisent. Donc la conséquence qu'on a tirée de tout ça, à partir du moment où le groupe Ensemble pour la République a retiré le texte, c'est qu'évidemment, il était impensable pour le gouvernement que le combat s'arrête. Donc, projet de loi. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé avec le Premier ministre que ce projet de loi il serait présenté en Conseil des ministres et examiné à minima au moins en première lecture au Sénat avant l'été, avant la suspension des travaux parlementaires cet été, pour que cette loi puisse bien être adoptée, puisque c'est évidemment ça l'objectif. Et donc, des consultations. Donc, dès le 27 avril, je vais recevoir l'ensemble des associations de la société civile engagés dans le combat contre l'antisémitisme. Le 28 avril, l'ensemble des associations d'élus locaux, parce que les élus locaux, ils tiennent aussi la ligne face à l'antisémitisme du quotidien qui peut s'exprimer. Ils peuvent eux-mêmes parfois en être aussi des victimes. Et le 28 après-midi, je recevrai l'ensemble des forces politiques vous avez dit que représentées à l'Assemblée et au Sénat. Un projet de loi transpartisan, c'est-à-dire un projet de loi qui sera
probablement plus consensuel que la proposition de loi Yadan. Comment est-ce que vous allez faire pour mettre tout le monde autour de la table? Déjà, LFI a dit qu'il ne viendrait pas. Est-ce que les autres partis, ceux qui ont émis des critiques, je pense au MoDem, vont se mettre autour de la table? Bien sûr. Le texte que vous allez présenter au mois de juin sera-t-il très différent de la proposition de loi Yadan? La méthode qui est la mienne, c'est évidemment le fait d'associer l'ensemble des forces politiques. Moi, je ne choisis pas les forces politiques qui sont représentées à l'Assemblée ou au Sénat. Ce sont les Français qui les ont choisies. Donc, elles sont légitimes à être autour de la table dans un ministère pour discuter. LFI, là encore, a dit par principe qu'ils ne seraient même pas autour de la table. Donc ils auraient pu être présents, ne serait-ce que pour contester. Non. À partir du moment où on parle d'antisémitisme, ils préfèrent faire la politique de la chaise vide. Chacun en tirera donc des conclusions qui me paraissent assez évidentes. Pour l'instant, tous les autres partis ont dit qu'ils étaient prêts à participer, à être présents. J'associe ce que je vous disais aussi, les associations d'élus locaux, parce que je pense que c'est très important aussi de les mettre autour de la table. Évidemment, la société civile. Est-ce que le texte sera très différent de la proposition de loi? À partir du moment où c'est un projet de loi gouvernemental, parce qu'il y a beaucoup de réserves qui avaient été émises n'a pas vocation à reprendre. Ce que j'ai dit, c'est à la fois on ne part pas d'une copie blanche, puisqu'il y a des travaux parlementaires, ceux de Caroline Yadan et d'autres parlementaires qui ont permis de mettre sur la table un certain nombre de sujets. Ce que j'ai porté moi-même en tant que ministre avec les assises de lutte contre l'antisémitisme, que j'avais travaillé avec des magistrats, avec des avocats, avec des gens qui sont directement concernés malheureusement par l'antisémitisme. Je pose la question parce que le matin même du retrait, le jeudi, vous défendiez bec et ongle le projet de loi Yadan. Parce que moi, le gouvernement a toujours été clair. Le gouvernement a toujours été en soutien de toutes les initiatives qui permettent de lutter de manière encore plus affirmée, de manière plus claire face à l'antisémitisme, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'antisémitisme a changé de visage. Il n'a pas changé de cible. Et moi, ce que je demande, on le fait d'ailleurs dans les cas de racisme, on doit le faire sur l'antisémitisme, c'est de toujours partir des victimes. Écouter les victimes, ce qu'elles disent, ce qu'elles subissent, ce qu'elles entendent de menaces, d'insultes, d'intimidations. Et c'est à partir de leur propre constat de vécu qu'on doit travailler à l'élaboration de ce projet de loi. En tout cas, c'est ma méthode. Aurore Bergé, on entend dire que le président de la République voudrait rendre inéligibles les personnes condamnées notamment pour incitation à la haine raciale. Est-ce que ce souhait du président de la République va être retranscrit dans le texte que vous allez porter? Alors, c'est pas qu'on l'entend dire, parce que le président de la République, à l'occasion des commémorations pour l'assassinat d'Ilan Halimi, les 20 ans de cette commémoration, avait émis cette proposition de rendre éligibles les élus qui ont été condamnés. Donc vous allez reprendre cette proposition? Alors, je précise juste, c'était des élus condamnés pour des faits d'antisémitisme, pour des faits de racisme. Donc moi, dès le 28 avril, je vais mettre cette proposition sur la table devant l'ensemble des forces politiques. S'il y a un assentiment majoritaire des forces politiques pour permettre que cette proposition soit intégrée, alors je l'intégrerai. Mais vous voyez bien le piège quand même, parce que prenons un cas très précis, Éric Zemmour par exemple, qui a été condamné pour incitation à la haine raciale simplement parce qu'il a osé dénoncer l'immigration de masse et les risques que cette immigration de masse fait peser sur notre pays. Donc avec cette proposition, Éric Zemmour, par exemple, ne pourrait plus être candidat à l'élection présidentielle. Deux choses. Éric Zemmour a dit des choses particulièrement graves que j'aimerais quand même rappeler ici. Il les a même écrites. Et peut-être ce qui m'a le plus choqué, c'est quand il a parlé des enfants qui ont été assassinés aux oratoras, où il a mis en accusation le fait que leur famille ait fait le choix de ne pas les enterrer en France, mais de les enterrer en Israël. Il l'a écrit dans un livre. C'est un jugement politique qu'il a porté. On peut le dénoncer, mais c'est un jugement politique qu'il a porté. Permettez-moi de considérer que quand on a été touché dans sa chair, c'est-à-dire qu'on a perdu ses propres enfants, assassinés par le terrorisme islamiste, considérer qu'on juge en plus les parents parce qu'ils ont fait le choix à un moment d'enterrer leurs enfants ailleurs qu'en France. Ça vaut le fait qu'on ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle? Mais vous rappeliez des propos d'Éric Zemmour. Permettez-moi d'en rappeler d'autres qui, à mon avis, illustrent un climat qui est un climat, je trouve, nauséabond et qui ne devrait pas exister. On ne devrait jamais juger les parents. On n'est pas là dans une sorte de justice politique, c'est ça le risque, une justice politique. Qui ont perdu leurs enfants et singulièrement quand ils l'ont perdu du fait du terrorisme islamiste et antisémite. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette proposition sur la question juste sur Éric Zemmour, une dernière question pour compléter ce que dit Johan. Est-ce que vous voudriez, parce que j'entends ça là maintenant sur ce plateau, est-ce que vous voudriez qu'Éric Zemmour soit inéligible? Mais ce n'est pas moi qui décide. Non, mais... C'est la force d'un état de droit. Non, mais c'est que ça n'est pas moi qui décide. Puisqu'on est dans le jugement, effectivement, et dans c'est vous qui avez décidé. Un tribunal politique, j'ai l'impression que vous voulez rendre Éric Zemmour inéligible. Moi, j'ai un avis. Ce qui serait important de savoir ce matin. Moi, j'ai un avis. J'ai un avis qui est un avis politique. Oui. J'ai un avis de citoyenne. Et en l'occurrence aussi de maire. Je considère que les propos qu'il a tenus
par rapport à ces enfants assassinés aux oratoras sont des propos insupportables. Et devrait le rendre inéligible ? Je considère que les propos qu'il a tenus sur le maréchal Pétain qui aurait sauvé des Juifs sont des propos qui sont une falsification. Et donc vous allez le rendre inéligible. Vous allez le rendre inéligible avec cette proposition de loi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la proposition qui est faite par le président de la République, d'abord en termes de méthode, je vais la soumettre à l'ensemble des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat. S'il y a une majorité qui considère qu'il faut l'intégrer au projet de loi, alors j'écoute la voix des parlementaires et nous intégrerons cette proposition. Deuxièmement, vous le savez, il n'y a pas d'automaticité des peines dans notre pays. Quelle qu'elle soit, vous le dénoncez d'ailleurs de manière suffisamment régulière sur votre plateau. On a eu à commenter bon nombre de décisions de justice et on peut s'interroger sur le fait qu'une partie des magistrats soit quand même très largement politisée et vous le savez très bien. Il n'y a pas d'automaticité des peines dans notre pays. Ce qui signifie quoi ? Que si cette proposition venait être adoptée au Sénat et à l'Assemblée et être promulguée, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'il y aurait une peine complémentaire possible. C'est-à-dire les magistrats décideraient. Mais vous savez très bien qu'une partie de la magistrature est politisée et très à gauche, Aurore Berger. Sans compter le Conseil constitutionnel. Mais évidemment. Ça, c'est le jugement qui est le vôtre aujourd'hui. Moi, ce que je sais, qui est celui de beaucoup de Français. Moi, ce que je sais, qui est celui de beaucoup de Français. On peut retrouver les sondages. Mais la question, c'est pas les sondages. La question, c'est les décisions de justice qui sont rendues. Mais ça veut dire que la justice est omnipotente et les Français n'ont pas à avoir de jugement sur la justice. Les Français ont le droit de juger, les Français ont le droit d'avoir une opinion. Moi, je vous donne la mienne puisque vous m'interrogez. Oui. La mienne, c'est quoi ? La mienne, c'est que je renforce les formations initiales des magistrats sur la lutte contre l'antisémitisme et les formes renouvelées de l'antisémitisme. Et ça, je pense que vous devriez souligner ce travail essentiel de formation initiale des magistrats dans la lutte contre l'antisémitisme. On se dirige peut-être vers une présidentielle dans laquelle... une présidentielle, ça c'est certain. Non, mais on se dirige peut-être vers une présidentielle dans laquelle les magistrats pourront décider d'exclure Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et la loi va leur en donner la possibilité. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen serait condamnée pour antisémitisme raciste ? C'est ça que vous sous-entendez ? Non, pardon. Je parle des peines d'inéligibilité. Oui. Je parle des peines d'inéligibilité. Oui. Les parlementaires donnent le pouvoir aux juges d'exclure de la présidentielle Marine Le Pen et Éric Zemmour. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Excusez-moi de penser que vous mélangez un petit peu les Non, sujets. Je parle des peines d'inéligibilité. Nous saurons le 7 du pouvoir politique des magistrats. Nous saurons le 7 juillet si Madame Le Pen est rendue inéligible ou non. Je n'ai pas, en tant que membre du gouvernement, et parce que je crois profondément et à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs, avoir d'avis. Ni considérer qu'il faudrait qu'elle soit condamnée, ni considérer qu'il faudrait qu'elle ne soit pas condamnée. Peut-être dire si vous considérez que les juges ont trop de pouvoir politique ou non. Je rappelle que le fait qu'elle puisse éventuellement être rendue inéligible provient d'un projet de loi qui avait été porté à l'époque par la droite. Par la droite quand elle était au pouvoir et que personne ensuite n'a remis en question. Et je n'ai pas vu, avant que Marine Le Pen soit aujourd'hui dans ce traitement judiciaire, le Rassemblement national déposer une proposition de loi en disant qu'il faudrait revenir en arrière. À aucun moment, il n'avait remis en question cette disposition. À aucun Aurore moment. Berger, vous avez dit que vous croyez à la séparation des pouvoirs. Est-ce que ça concerne également le Conseil constitutionnel ? Est-ce que vous jugez aujourd'hui que le Conseil constitutionnel juge en droit comme lui confère ses attributions et non pas il n'y a pas eu des jugements politiques dernièrement du Conseil constitutionnel. Et heureusement qu'il juge en droit. Donc vous n'avez pas de crainte à ce que le Conseil constitutionnel retoque votre projet de loi avant l'été prochain sur l'antisémitisme ? Mais je vais m'assurer d'avoir un avis du Conseil d'État préalable, d'avoir toutes les garanties nécessaires pour qu'il n'y ait pas de risque d'inconstitutionnalité. Mais il n'y a pas de raison sur ce texte, qui est un texte qui va réaffirmer, en tout cas je l'espère et je vais y mettre toutes mes forces pour que ce soit possible, l'engagement de la France dans le combat face à l'antisémitisme, qui est un engagement d'abord pour la démocratie et pour la République et pour les valeurs que nous portons. Je ne vois pas ce qu'il y aurait qui pourrait être retoqué. En tout cas, c'est à nous de construire le texte le plus solide possible. Une pause et on revient avec Aurore Berger dans le Grand Rendez-vous. À tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec la ministre Aurore Berger. Avant le texte sur la loi Yadan, qui donc n'a pas été examiné, il y avait un autre débat. Il y aura un projet de loi. Comment ? Mais il y aura un projet de loi. On vient de le dire. Mais il y avait un autre texte. Ça a l'air mal parti quand même. Mais non, ça n'a pas l'air mal parti. Alors vous n'allez pas vous y remettre, on vient d'y passer 10 minutes. Les consultations commencent le 27 et le 28 avril et ce sera examiné, présenté avant la suspension des travaux parlementaires. Vous connaissez mon engagement sur le sujet.
j'irai au bout. Un autre texte a donné lieu à des débats houleux. C'est la proposition de loi portée par Charles Rodwell et Michel Barnier, dite Philippines, visant notamment à rallonger la durée de rétention dans les CRA, les centres de rétention administrative. Voilà ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 82% des Français sont pour l'allongement de la durée de placement en centre de rétention administrative pour certains étrangers sous OQTF condamnés par la justice et considérés comme particulièrement dangereux. Une question simple, pourquoi une telle mesure de bon sens a-t-elle tant de mal à voir le jour ? En tout cas, elle va voir le jour. C'est une proposition de loi d'ailleurs qui a été portée, donc vous l'avez dit, par l'ancien Premier ministre Michel Barnier et Charles Rodwell, qui est député Ensemble pour la République, qui va être adoptée à l'Assemblée nationale puisqu'il y aura un vote définitif le 5 mai. Si le Conseil constitutionnel ne vient pas dire que finalement il y a tel ou tel cavalier législatif. C'est un bon exemple, cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce que dans un texte précédent, le Conseil constitutionnel avait émis des réserves. C'est pour ça que je le dis. Les parlementaires en ont tiré la conséquence qu'il fallait mieux réécrire le texte, qu'il fallait mieux le travailler. Et ils l'ont fait. Et ils ont travaillé de manière solide, de manière transpartisane. C'est pour ça que je vous parle de bon sens. Le texte va pouvoir être adopté. C'est-à-dire qu'on a un Conseil constitutionnel qui dit « Attendez, là il y a une virgule, là il y a un mot, là il y a ceci, là il y a cela ». Ça fait un cavalier législatif. Vous savez, quand à la fin, on est quand même dans un pays qui ne va pas super bien, Aurore Berger, et on aimerait avoir des instances qui soient un peu plus clémentes pour faire passer des lois de bon sens. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Le problème, c'est qu'on peut considérer parfois qu'il y a des lois de bon sens parce qu'elles nous satisfont et parce qu'on considère que justement, pour nous, elles sont favorables. Mais en fait, ce n'est pas à géométrie variable. S'il y a une règle, et une règle de droit, elle est la même pour tous. Et donc à partir du moment où on dit « vous avez mis telle disposition et ça n'a rien à voir avec l'objet initial du texte », en fait, ça n'a rien à voir, quel que soit le sujet. Et donc, que ce soit d'ailleurs une proposition de loi ou un projet de loi du gouvernement, c'est à nous de démontrer que c'est solide. Et c'est à ce prix-là qu'on fait de bonnes lois. En tout cas, parce que le sujet, c'est pas d'avoir des objets de communication. Moi, je vous parle de bon sens. Le sujet, c'est d'avoir des lois qui ensuite peuvent fonctionner, qui peuvent s'appliquer. Moi, je regarde aussi les pays voisins. Je vois l'Espagne qui régularise 500 000 personnes qui viennent de la migration. Et aujourd'hui, il y a certains acteurs qui s'inquiètent aussi. Europe 1 a fait des reportages à la frontière, à 10-20 km de la frontière espagnole, avec des Français qui se disent inquiets de ce qui va arriver. On a interrogé Charles Lhuillier, pour ne pas le citer, le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, qui s'est rendu sur place et qui est tombé sur un migrant qui lui a dit « Vous savez, c'est très difficile de rentrer en France, donc moi je vais rentrer en Espagne et puis après je vais aller en France. » Qu'est-ce que vous répondez ? Déjà, il a dit la première chose, c'est que c'est très difficile de rentrer en France. Peut-être donc on a renforcé les règles pour garantir que ce soit plus difficile pour ceux qui seraient dans une immigration qui est une immigration illégale. Je comprends que vous assisiez la balle au monde. Vous avez raison. Vous l'avez tendu. Vous la comprenez, cette décision en Espagne, il y a eu aussi en Italie. Alors, il y a eu des régularisations massives en Italie, il y a eu des régularisations massives en Espagne. Vous la comprenez, vous l'approuvez ? Alors, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que la question, c'est qui on veut accueillir et à quelle fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit dans notre pays, il faut qu'on arrive à décider, arbitrer, et c'est d'ailleurs l'un des sujets qui devrait être au cœur de la campagne présidentielle, qui ou pas on veut sur notre territoire. Vous interrogez n'importe quel chef d'entreprise, partout sur le territoire français, ils vous disent on a besoin d'une part d'immigration économique. Sinon, les usines, ça ne tourne pas. Sinon, l'hôpital public, ça ne tourne pas. Les usines, ce qu'il en reste, excusez-moi. Heureusement qu'on a réindustrialisé. Et je peux vous dire, pour me déplacer dans notre pays toutes les semaines et dans tous les territoires, avec grand plaisir. J'aimerais bien voir ce qu'on a réindustrialisé. Visiter des usines, avec plaisir pour la prochain déplacement. Je vous assure qu'eux vous disent, sans immigration économique, on ne peut pas tenir. Donc évidemment qu'on a besoin d'une part d'immigration économique. Et d'ailleurs, tout le continent européen a besoin d'une part d'immigration économique. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien qu'on est en déprise sur la question démographique, sur la question de la natalité. Donc on va avoir besoin d'une part d'immigration économique. Donc ça, c'est de l'immigration choisie, où volontairement on décide de qui on accueille. Aujourd'hui, l'immigration économique en France, elle est très très faible. C'est essentiellement du regroupement familial, des étudiants. C'est bien la question qui doit être pour moi au cœur de la campagne présidentielle. Une immigration économique, c'est-à-dire qu'on choisit, qu'on sélectionne en fonction des compétences, en fonction peut-être aussi des pays d'origine, et par contre, avoir des règles sans doute qui doivent être encore renforcées, affermies sur la question du droit d'asile pour qu'il ne soit jamais détourné, qu'il ne soit pas une voie de contournement de nos règles. Et sur le regroupement familial, sans doute qu'il y a des choses qui méritent aussi d'être renforcées. Ça dépend jusqu'où vous considérez le regroupement familial. Est-ce que c'est uniquement faire venir son compagnon et ses enfants ? Est-ce que c'est plus large sur d'autres membres de la famille ? Je pense que c'est ça qui doit être au cœur du pacte qu'on doit avoir sur la campagne présidentielle et sur l'élection présidentielle. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait de rupture de ce point de vue-là. On est tous lucides autour de ce plateau. On sait que sans immigration économique, on mettra en péril et en danger certains pans de notre économie. Mais on sait aussi que si on n'est pas capable d'avoir des règles sans doute encore plus claires et donc encore plus fermes sur la question du regroupement familial, à un moment, les Français diront juste stop à toute immigration.
et d'ailleurs des pays, vous voyez bien les différences politiques entre l'Espagne et l'Italie, à la fin les deux choisissent de régulariser massivement. Cet autre sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, 71% des Français sont pour le rétablissement des contrôles aux frontières. Alors justement, hier en déplacement à Milan, Jordan Bardella a estimé qu'il fallait, suite à la proposition de l'Espagne de régulariser 500 000 clandestins, Jordan Bardella dit qu'il faut réserver les déplacements au sein de l'espace Schengen aux seuls ressortissants de l'Union européenne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Donc du coup, il l'a dit en Italie, qui a régularisé 500 000 personnes. Il en a parlé directement à la première ministre italienne, j'imagine, de cette proposition. Elle n'était pas présente hier, mais il a affirmé effectivement que ça devait concerner. C'est quand même un peu un paradoxe. C'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire qu'il est en Italie, dans un pays qui au départ a fait campagne en disant on arrête toute immigration, et qui en fait de manière très pragmatique a dit on va continuer. Et on va continuer de manière encore plus massive parce qu'on a une telle déprise en termes de démographie qu'on a besoin d'accueillir et d'accueillir beaucoup plus. Mais est-ce qu'il est normal ? Donc moi, je considère que si, par exemple, Madame Meloni a fait le choix d'accueillir un certain nombre de personnes qui sont des migrants de travail et qu'elle a fait le choix de les régulariser, est-ce que ça veut dire qu'elle a fait un mauvais choix ? Après, si on considère qu'elle a fait un bon choix d'une manière efficace, est-ce que ça veut dire que ces personnes ne devraient pas accéder à la France alors qu'en Italie, ils ont mis des règles en place qui sont assez claires ? Non, ça veut dire simplement que la France est concernée par les choix de l'Espagne et les choix de l'Italie. La France, est-ce qu'elle doit être responsable de ces choix ? Est-ce qu'elle est contrainte d'accueillir des personnes régularisées par d'autres pays ? Mais en fait, elle n'est pas contrainte d'accueillir. C'est pas comme ça aujourd'hui les règles et la manière avec laquelle les choses se passent. Non, mais le sujet, c'est comment vous avez qu'est-ce qu'on fait des 500 000 personnes en Espagne qui risquent d'arriver en France ? C'est ça la question. Mais en fait, vous focalisez sur l'Espagne, mais vous avez le même nombre en Italie. C'est le dernier exemple en date. Parce que vous avez le même nombre en Italie. J'ai pas entendu que vous m'interrogiez. C'était il y a longtemps en Italie. C'était l'année dernière. Oui, et chaque année, aujourd'hui, depuis que Mme Meloni est au pouvoir, chaque année, elle dit aux chefs d'entreprise italiens, combien de personnes avez-vous besoin dans vos entreprises de manière à ce qu'on puisse les accueillir et les régulariser. Vous pouvez très bien dire au nom du gouvernement, on ne peut rien faire et on le regrette. C'est parce que c'est pas vrai. On ne peut pas ne rien faire. Le vrai sujet. Alors si, on peut rétablir les frontières. Vous voulez qu'on rétablisse les frontières ? Mais vous avez envie qu'on rétablisse les frontières ? Je vous pose la question. Vous voulez qu'il y ait plus de circulation de biens ? 71% des Français le veulent. 71% des Français. Humaine. Moi, ça compte pas à mon avis. 71% de Français veulent qu'on rétablisse les frontières. Vous leur répondez quoi ? Non, je ne pense pas qu'ils veulent qu'on rétablisse les frontières de manière sèche. Je ne pense pas qu'ils veulent rétablir les frontières sur les capitaux, sur les biens. Je pense pas qu'ils veulent des contrôles aux frontières. Des contrôles aux frontières, Europe Berger. On parle simplement de contrôle. On ne parle pas pour éviter que les gens passent d'un endroit à un autre. Ce que permet Schengen. Exactement. Le véritable sujet, est-ce qu'il n'est pas surtout... Regardez les deux exemples qui peuvent apparaître comme caricaturaux. Espagne, un gouvernement très à gauche. Italie, un gouvernement, on peut le dire, plutôt très à droite. Qui les deux font un choix d'immigration. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que le véritable sujet, à peu près dans les mêmes volumes d'ailleurs, en termes de personnes accueillies, c'est comment on harmonise ces règles pour qu'on garantisse que les personnes qui souhaitent accueillir le soient dans les mêmes termes. Parce que si à la fin ce sont les mêmes règles qui prévalent, harmonisons et puis on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on n'est pas en capacité de se dire que ça aurait du sens en matière d'immigration bien économique ? en Europe. Bon, après moult tergiversations, le gouvernement a fait son choix pour le 1er mai. Fleuristes et boulangers, ok, le reste non. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a... Le 1er mai, c'est le seul jour férié obligatoirement chômé. Ça, c'est la règle. Sauf quand il y a une continuité de services publics, à l'hôpital, nos forces de l'ordre, évidemment. Et il y avait... Les ministres ? Les ministres travaillent, évidemment, les ministres travaillent, les journalistes aussi peut-être travaillent, parce qu'il y a une forme de continuité quand même. Donc les gens peuvent continuer à nous voir travailler, et heureusement, et à vous voir à l'antenne. Mais plus sérieusement, pourquoi ? Il y avait cette question en fait, qui s'est posée, parce que les boulangers ont continué à ouvrir, les fleuristes ont continué à vendre du muguet le 1er mai. L'année dernière, il y a eu une vingtaine de contrôles. Enfin, on parle de ça. L'année dernière, c'est une vingtaine de contrôles dans tout le pays sur la question des fleuristes et des boulangers. Mais ça a créé, du coup, une forme d'incertitude de se dire est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir ? Donc, on a acté qu'il fallait venir sécuriser. Pourquoi on le fait pour ces deux professions ? Déjà parce qu'on le fait pour des professions artisanales. Et je pense que ça, c'est important. Madame quand Berger, on parle d'identité du pays, de se dire l'objectif... En début de semaine, c'était pas que les boulangers et les fleuristes, c'était tout un tas de professions. Mais moi, j'ai jamais dit le contraire. Retrouvez-moi une seule déclaration où je dis autre chose que ce que je suis en train de dire. Gabriel Attal, c'était soutenu par votre parti qui voulait élargir le travail le 1er mai à tout un tas de professions. Oui, mais est-ce qu'on considère que et maintenant, vous nous expliquez qu'un non, aujourd'hui, c'est juste les fleuristes et les boulangers indépendants, c'est-à-dire artisans. Mais moi, c'est le choix qui est le nôtre au sein du gouvernement. Et que j'assume. Mais est-ce qu'on considère qu'il était une priorité, par exemple, que les casinos puissent ouvrir le 1er mai ? Non, mais attendez, là, vous prenez un exemple extrême. Mais sauf que c'était aussi le cas. Vous faites partie de ceux au gouvernement qui défendaient la valeur travail. Donc, est-ce qu'on ne dirait pas, tiens, ceux qui voudraient travailler le 1er mai,
on est en 2026, les règles sont peut-être pas les mêmes qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et que, tiens, on va faire autre chose et on va effectivement donner le droit à ceux qui veulent travailler. C'était la ligne de votre parti au début de la semaine, hein. Il faut le rappeler. Hein. J'entends bien. C'est un peu libéral comme idée, mais ça existe. L'objectif initial, tel que présenté dans la proposition de loi, c'était quoi? C'était de dire il y a une part d'absurdité sur 2 professions en particulier. Puis de 2 professions, c'est vrai qu'on arrivait à des listes à n'en plus finir d'exemptions. Et là, c'est plus du tout la même chose. Et là, ça veut dire qu'à un moment, c'est quand même pas aberrant dans notre pays qu'on se pose 2 minutes pour savoir si on veut qu'en fait le 1er mai ne soit plus un jour férié et chômé, mais que ce soit un jour comme un autre. C'est un jour qui a une histoire singulière dans notre pays, qui est férié et chômé depuis 1948, au-delà même d'une histoire plus ancienne, ensuite de conquête sociale sur cette date-là. Je pense qu'il faut répondre à l'urgence pour sécuriser des professions artisanales chez lesquelles on a coutume de se rendre en ce 1er mai pour des raisons évidentes et garantir que les Français puissent le faire. Face à l'affront des syndicats et de la garantir gauche. que les Français puissent le faire. C'est passé. Mais vous savez, quand vous avez 100% des gens, 100% des syndicats qui disent quelque chose, est-ce qu'on considère que du coup on a raison seul contre tous? Alors quand vous avez 71% des Français qui veulent rétablir le contrôle aux frontières, vous dites non. Par contre, quand vous avez 100% des syndicats qui vous disent non, vous dites OK. J'ai pas dit non sur la question des frontières. Je vous ai dit que, 1, heureusement, les contrôles, ils étaient toujours possibles, y compris dans l'espace Schengen, que ça ne les avait pas abolis, que 2, vu les exemples qui étaient pris à Espagne et Italie, ça valait sans doute le coup qu'il y ait une harmonisation pour savoir qui on voulait régulariser. Et je vous ai même dit que pour moi, ce qui me concerne, je pense que dans le combat de 2027, évidemment, la question migratoire sera au cœur de ces défis. Ce combat de 2027, on en parle dans un instant sur le plateau du Grand Rendez-vous avec Aurore Berger. À tout de suite. Dernière partie du Grand Rendez-vous, Europe 1, CNews, les échos avec la ministre Aurore Berger. Nous arrivons fin avril, ça veut dire que d'ici 1 an, plus ou moins, nous aurons une nouvelle personne à la tête de la France. Cette semaine, vous avez François Hollande en une de Marianne qui dit se préparer avec la rose du PS sur la table en couverture. Vous avez Gabriel Attal en majesté dans le journal Le Point qui dit « Je pense savoir comment il faut présider la France ». Qu'est-ce que vous pensez justement à propos de Gabriel Attal, de cet entretien, du livre qui sort, du fond et de la forme? Alors, beaucoup de questions. Moi, ce que je pense de manière générale sur la campagne présidentielle, singulièrement pour ce qui concerne, j'allais dire, les idées que je porte et que je représente, c'est que ce serait une folie qu'il n'y ait pas une candidature unique. Je le dis depuis des mois, je continuerai à le dire. Ça a l'air mal parti, hein, sur tous les temps. Oui, mais enfin, si c'est mal parti, si à la fin, il y a plusieurs candidats ou candidates qui s'expriment, c'est simple, il n'y en aura aucun qui sera qualifié au second tour. C'est ça, en fait. Donc, maintenant qu'on le sait, qu'on le sait tous, vraisemblablement face au Rassemblement national, parce qu'ils sont aujourd'hui entre 35 et 37% des voix. Donc ça veut dire qu'on prend le risque de se retrouver réellement dans un second tour où on laisserait le seul choix aux Français entre Jean-Luc Mélenchon, qui sans doute redeviendra à nouveau la valeur refuge de la gauche, et soit Jordan Bardella, soit Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Je pense qu'on a d'autres idées à faire prévaloir. L'avenir de la France, c'est impossible. Déjà, j'ai pas envie de l'effacement ni du centre ni de la droite républicaine. Parce que j'ai pas envie de l'effacement de nos idées et de nos combats. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le centre et la droite, Aurore Berger? Ça représente quand même, et heureusement, déjà des différences singulières par rapport aux 2 partis dont je viens de parler, que ce soit le Rassemblement national, singulièrement sur les questions économiques. Au Rassemblement national, vous avez beaucoup de responsables politiques qui étaient à l'UMP, puis ensuite aux Républicains, qui ont glissé vers le Rassemblement national parce qu'ils y voient plus leurs idées n'ont pas glissé. Vivante qu'aujourd'hui au LR. S'ils ont glissé, les idées n'ont pas glissé avec. Je les ai pas vus soutenir la réforme des retraites, je les ai pas vus soutenir la réforme de l'assurance chômage. En fait, je les ai vus à chaque fois voter systématiquement contre toutes les réformes qui sont des réformes nécessaires d'un point de vue économique mais pas des aspects pour notre régaliens, pays. Aurore Berger. Mais déjà, c'est pas totalement anodin, et on en parle suffisamment sur vos plateaux, la question économique et la manière avec laquelle l'État doit continuer à agir, c'est-à-dire quel est le périmètre de l'action de l'État, où est-ce que l'État est nécessaire, où est-ce que l'État est utile, où est-ce que l'État est efficace. Et donc ça, et la question fiscale évidemment qui est associée, et le modèle social qui en découle. Et là, il y a des différences qui sont majeures sur la question fiscale aussi, parce qu'il y a une vraie tentative d'enfumage de la part du RN lors du dernier budget. Ils ont dit « rassurez-vous, on votera contre Zuckman ». Encore heureux. Mais à la fin, ils ont voté tout le reste avec la France insoumise. Des milliards et des milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Pour revenir à la question de Pierre du départ de cette partie, là, sur la candidature d'Attal, vous dites qu'il y a trop de candidats et qu'il n'en faut qu'un. Est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Si à l'été, on se retrouve avec une candidature Horizon, une candidature Renaissance, une candidature LR et peut-être d'autres candidatures par ailleurs, c'est simple. Pensez que nous allons tous réussir à nous mettre d'accord, le faire dans des délais raisonnables, le faire sur un projet certain, je pense que c'est une folie pour le pays. Là, vous en avez un qui pense savoir comment présider la France. Donc ça, c'est la folie. C'est une folie, ça. Et chacun a le droit d'avoir des ambitions.
Le sujet, il n'est pas de contester les ambitions qui peuvent être légitimes des uns ou des unes. Le sujet, il est comment on fait pour avoir à la fin une candidature unique de la droite et des centres. On sent que vous voulez un peu éluder la question. Je vous la repose différemment. Gabriel Attal dit « Je pense savoir comment présider la France ». Est-ce que vous pensez, vous l'avez côtoyé souvent depuis 2016, ça fait 10 ans que vous le connaissez bien. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt pour présider la France ? Je vous dis juste, et je dirais la même chose si vous me posez la question sur un autre candidat. Je pense qu'à la fin... Donc vous ne répondez pas, donc on peut en conclure que vous pensez qu'il n'est pas prêt, parce que sinon vous diriez oui. Oui, je dis juste c'est le candidat de votre parti, ça serait logique, non ? C'est celui qui dirige votre formation politique, vous devriez le soutenir. Je dis que les ambitions sont légitimes. Je dis qu'en revanche, je dis que les ambitions sont légitimes, je dis qu'en revanche, si les ambitions s'expriment les unes à côté des autres... Il est prêt, oui ou non ? C'est pas à moi d'en juger. Mais si on pose la question... Bien sûr que c'est à vous d'en juger. Ce sera aux Français éventuellement d'en juger. Moi, ce que je dis, c'est que les Françaises et les Français attendent de nous sur cette élection présidentielle, qu'il y ait un véritable débat qui tranche des options en 2027, parce que la guerre en 2022 a fait que finalement un certain nombre de questions ont été éludées du débat public. On parlait de la question migratoire, la question de l'action de l'État, la question de la fiscalité. Ça doit être au cœur de notre combat et de notre projet en 2027. Il faut d'abord un programme et il faut du fond avant la forme. Je suis bien d'accord. Candidature unique, très bien. Donc ça veut dire qu'il faut se rassembler. Est-ce qu'il faut des primaires ? Et s'il faut des primaires, ça va d'où à où ? C'est toujours le fameux curseur. Quelle est la ligne rouge en termes d'incarnation ? Parce que c'est ça que les Français comprennent. Ça va d'où à où, pour vous ? Alors, est-ce qu'il faut des primaires ? Moi, je pense que c'est le seul système qui permette de départager. Et en tout cas, ceux qui s'y opposent ne présentent et ne proposent jamais d'alternative. La seule réponse, c'est on verra. Et on verra le moment venu. Et rassurez-vous, ça se passera bien. Moi, je crains que ça ne se passe pas bien. Et donc, je pense qu'il vaut mieux anticiper et se mettre d'accord sur des règles et donc porter des primaires. Et s'il y a une alternative, qu'ils mettent l'alternative sur la table pour garantir qu'elle puisse exister. L'alternative, c'est les sondages. Ensuite, oui, mais enfin, les instituts de sondage eux-mêmes disent nous ne sommes surtout pas l'alternative. Ça n'est pas nous qui pouvons aider à départager. Vous savez, les vainqueurs qui existaient 1 an avant ou 6 mois avant n'ont rarement été les vainqueurs à la fin de la campagne présidentielle. Vous en savez tous quelque chose autour de ce plateau. Donc ça, c'est la première des choses. Après, s'il devait y avoir des primaires, on est en train de gouverner ensemble depuis près de 18 mois. Depuis près de 18 mois, les Français voient gouverner ensemble plusieurs forces politiques. Renaissance, Modem, Horizon, l'UDI, les Républicains. La logique, c'est quoi ? La logique, c'est qu'on arrive ensemble et unis aussi dans la campagne présidentielle. Et d'ailleurs, les municipales ont démontré quoi ? On démontré que quand on était unis et unis dès le premier tour, on pouvait gagner. Quand on réussit à gagner à Brest, quand on réussit à gagner à Clermont-Ferrand, alors que personne ne pensait que ce soit possible, on l'a fait parce qu'on était unis. Quand on réussit à gagner à Annecy ou à Bordeaux, on l'a fait parce qu'on était unis. Vous appelez à l'union et en attendant, vous avez quelqu'un comme Jordan Bardella qui encore hier était à Milan et qui est 20 points au-dessus de n'importe quel candidat de droite ou de gauche. Oui, mais ce qui est donc la nécessité de montrer qu'on arrive, nous, à porter un projet clair, qu'on porte un projet clair. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà de l'expression des ambitions, moi, je vois beaucoup, en effet, d'interviews, de déclarations sur des ambitions. Le sujet, c'est quel est le projet qu'on veut porter pour les Français. Vous parlez du projet. Naturellement, vous allez en porter un pendant la présidentielle. Mais est-ce que vous assumerez aussi le bilan d'Emmanuel Macron au moment de faire campagne ? Oui. Tout le bilan ? Mais parce que, en fait, sinon, c'est mentir aux Français. D'accord. Nous avons tous gouverné avec le président de la République, Premier ministre, membre du gouvernement. Et donc, on expliquerait aux Français qu'en fait, ce bilan, c'est pas le nôtre. Donc, vous allez plaider pour une forme de continuité après 2027. La continuité de l'action d'Emmanuel Macron. Je plaide déjà pour une forme de loyauté politique. Aucun d'entre nous ne serait connu, visible ou n'existerait auprès des Français si en 2017, Emmanuel Macron n'avait pas été élu. Premier point. Donc ça exclut Édouard Philippe, qui n'a pas été loyal puisqu'il a demandé la démission d'Emmanuel Macron. Et ça exclut aussi Gabriel Attal. C'est vous qui ils sont en comité de liaison tous les deux. C'est vous qui tirez beaucoup de conséquences et de conclusions. Allez, deux de moins. J'ai le droit de vous dire ce pourquoi je plaide. On parle toujours en contre. Moi, je dis ce pourquoi je plaide. Donc je plaide pour une part de loyauté, je plaide pour de la clarté. Comment vous imaginez que les Français pourront voter pour un seul d'entre nous qui aura gouverné avec le président de la République si on explique que ce bilan, c'est pas le nôtre ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des méthodes qui doivent changer. Ça ne veut pas dire que le projet doit être le même, parce que la France, elle a profondément changé en 10 ans. Regardez la question militaire, regardez la nécessité du réarmement, regardez les conséquences qu'il va donc falloir en tirer sur les questions budgétaires notamment, parce que quand il faut réarmer le pays, il faut en tirer des conséquences en matière de modèle social et de financement de ce modèle social.
sociale. Donc moi, je plaide pour ce projet-là, je plaide pour cette clarté-là. Vous pourriez le porter. Je plaide pour une candidature unique. Et sincèrement, vous pourriez le porter. Et moi aujourd'hui, je suis membre du gouvernement. Et alors? Et donc du coup, j'agis. Et je travaille. Donc vous pourriez être aussi candidate à la présidentielle. Et donc je pense que déjà, je vais essayer de bien faire mon travail. Et que c'est là-dessus qu'on est attendu d'abord. Aurore Berger, les éditions Grasset vont publier le dernier livre de Boualem-Sansal le 6 juin prochain. Vous avez suivi l'affaire Grasset, comme on l'appelle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire et qu'est-ce que vous pensez aussi des attaques que subit Boualem-Sansal? Moi, sur le sujet Grasset, je n'ai pas à faire de commentaires. Ce n'est pas à moi d'expliquer comment on dirige ou on ne dirige pas une entreprise. En revanche, moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est une part de campagne de presse à l'encontre de Boualem-Sansal. Là, ce n'est pas la question de la maison d'édition, de rester ou de ne pas rester dans une maison d'édition. C'est un Français, un très grand auteur, qui est très apprécié, je crois, des Français eux-mêmes. Je crois que son dernier ouvrage, plus de 400 000 Français l'ont acheté, donc sans doute encore plus l'ont lu. Je crois que sa parole est attendue, singulièrement après ce qu'il a eu à subir en Algérie, ce qu'il a eu à vivre. Et je crois que mettre en accusation cet homme, moi, me dérange profondément. Voilà, et je n'aime pas les cabales. Je n'aime pas les campagnes de presse à l'encontre d'un homme ou d'une femme. Et je n'aime pas l'idée qu'il soit en une d'un journal, quel qu'il soit, pour le mettre en accusation. Campagne de presse très largement menée. Plutôt que, encore une fois, soutenir un homme qui, je crois, au-delà du fait qu'il ait été emprisonné, est d'abord un très grand auteur et que la France a la chance d'avoir. Aurore Berger, campagne de presse menée contre Boualem-Sansal, en grande partie par le service public. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu surtout deux unes de journaux. Qui ont été faites. Vous n'avez pas regardé France 5, vous n'avez pas écouté France Inter? Non, je ne lis pas et je n'écoute pas tout le temps. Ce que je sais, c'est qu'encore une fois, je n'aime pas les cabales. Et c'est un peu ce qui se passe, même pas un peu, c'est ce qui se passe à son encontre. Donc moi, j'irai acheter son livre, je le lirai, et j'espère que les Français seront très nombreux à le faire, et non pas encore une fois uniquement au regard de ce qu'il a eu à endurer et à subir, au regard de l'auteur et de l'écrivain qu'il est, et de la liberté qu'il représente et incarne. Notre pays est grand au regard de ses valeurs, et au regard notamment de la liberté, parce que c'est ça la vocation universaliste de la France, c'est de porter ses valeurs à travers le monde. Je crois que Boualem-Sansal fait partie de celles et ceux qui permettent que nous portions ces valeurs-là. Il a fait un choix libre de sa maison d'édition. Il a le droit d'être un homme libre. Il a le droit de faire d'avoir ses convictions et de les porter. Et je crois que les Français seront au rendez-vous, en tout cas le 6 juin, pour le lire. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Très bon dimanche à vous sur Europe 1 et sur CNews.